Je passe tout de suite la parole à Didier Sicard, en me remerciant encore. Bien, le temps, la mémoire, l'histoire et l'éthique sont plutôt dans un temps newtonien, c'est-à-dire un temps qui nous est plus familier. J'ai le sentiment que notre société est beaucoup plus obsédée par la survenue de la maladie d'Alzheimer que par la survenue de notre propre mort, qui est même préférée et, dans certains pays d'Europe, considérée comme une raison d'euthanasier les personnes. Elle apparaît comme le véritable naufrage de la vieillesse qui nous fait applaudir aux différents plans de santé publique, les plans Alzheimer, comme une dernière planche de salut collective, en oubliant, et ce sera le thème de ma réflexion, que peut-être nous rentrons dans une sorte d'alzheimerisation collective de notre société, où la succession empilée de présents nous laisse plus place à la mémoire, ou une mémoire si courte qu'elle se confond avec le présent. Cette perte de mémoire collective ne rentre pas en contradiction, et peut-être même elle est liée avec l'accumulation infinie de commémorations qui sont autant de leurres, car celles-ci inscrivent la disparition de l'historicité. Il n'y a plus continuité historique, mais il y a fragmentation. Il n'y a que des événements commémoratifs qui donc marquent plus le présent que le passé et qui vont installer des balises repères plus destinées à l'instrumentalisation du passé à des fins de promotion du présent qu'à une véritable réflexion. Et on le voit chaque année, les éditeurs, les politiques passent leur temps à préparer à l'avance un cinquantenaire, un centenaire, un 150aire de la naissance et de la mort. Et ces commémorations ensevelissent le passé en le faisant brusquement ressurgir, transitoirement, comme des marionnettes dans un tir de foire. On l'a vu dans la dernière campagne présidentielle, Jaurès, Victor Hugo, qui apparaissent soudain dans l'univers avant de disparaître au gré de tel ou tel opportunisme. Le présent ne supporte ainsi le passé que sous sa forme célébrante, pas sous sa forme nourrissant la réflexion. 68, par exemple, fournit un bon exemple. C'est ce qui s'est passé durant le quarantenaire en 2008 et qui sera le cinquantenaire en 2018. C'est la promotion d'un événement, alors qu'on va relativement rarement s'interroger sur les prémices, sur l'arrière-pays sur lequel il a surgi simultanément, d'ailleurs dans plusieurs pays du monde, et dont on s'interroge rarement sur sa submersion rapide dans les années qui ont suivi. Une commémoration donc qui héroïse, qui accable parfois, mais qui ne restitue jamais dans son contexte. Les dates anniversaires viennent ainsi scander le présent, qui a plus besoin de repères que de mémoire. Or, l'attention au monde a plus besoin de mémoire que de repères. La preuve en est peut-être d'ailleurs la difficulté d'attention qui est ressentie par les instituteurs devant l'attention distraite des enfants, qui ne s'approprient plus un texte en l'apprenant par cœur pour le faire ressurgir à un moment ou l'autre de leur vie, mais qui vont cliquer sur leur site pour trouver ce qu'ils cherchent. Ainsi, le choix infini offert à l'esprit des enfants et des adultes finit par faire supprimer, par encourager une sorte de paresse qui la détourne d'un questionnement en profondeur. Seule, au fond, l'hypertrophie d'un présent indistinct dans son importance réelle va mobiliser toute l'énergie disponible. Le monde commence avec la vie de chacun, et on voit très très bien que l'étudiant, par exemple en médecine, que j'ai observé pendant plusieurs dizaines d'années, a toujours le sentiment que c'est en 2012 que la médecine commence et qu'avant c'était l'obscurité. Il n'y a plus d'historicité, il n'y a plus d'héritage, il n'y a plus d'ancêtres. Avant, l'obscurité régnait. A-t-il existé une période étrange où l'humanité se passait de téléphones portables, de pilules contraceptives, où la femme ne votait pas? Entre Jésus-Christ et 2012, il n'y a qu'une succession d'opacités,
d'obscurantisme dont n'émergent que des rois, des généraux, des guerres et quelques tableaux. Désormais, nous sommes dans la lumière de la connaissance, avec cette vision caricaturale d'un passé qui est encouragée par la disparition de l'histoire des sciences et de l'histoire de la médecine. J'aurais assisté durant ma vie professionnelle à la fermeture des chaires d'histoire de la médecine qui ont été effectivement censurées à la fin du XXe siècle. Alors que l'histoire des espérances déçues, l'histoire des idées novatrices, longtemps censurées, des concepts qui nous semblent maintenant absurdes et qui pourtant ont eu une célébration considérable dans le passé, suscitant un enthousiasme collectif. J'étais frappé de voir comment Bertillon, par exemple, avec cette vision de l'écriture de Dreyfus et qui en fait une vision géométrique, mathématique, qui fascinait totalement les juges et qui nous paraît actuellement une sorte de bouffonnerie tragique, continue d'exister dans les études de morphologie de Lombroso et dans les études contemporaines de nos recherches de détermination génétique des comportements qui sont sans cesse réencouragés, les gènes de l'autisme, les gènes de l'homosexualité, les gènes de la timidité, les gènes de la gourmandise, etc. Une science qui croit détenir une part de vérité du monde s'enrichit toujours de l'humiliation que lui fait subir le temps restitué par la mémoire. Or, l'histoire, elle est toujours humiliante. Elle est humiliante si on l'affronte avec lucidité. Comment ne pas se souvenir, au fond, comme dans cette école normale supérieure, où Pasteur a eu tellement de mal à faire sombrer le concept de génération spontanée. Il était accusé de folie totale, alors que à cette époque, il était évident que la génération spontanée était un fait d'observation avec cette confusion permanente entre les faits et les causes. Comment se souvenir, dans les années 60-70, de l'exclusion de l'université et de l'hôpital de Starzl, qui a fait les premières grèves du foie et considéré comme un déviant pervers à qui il fallait faire supprimer toutes ces grandes universitaires et hospitaliers. Comment ne pas se souvenir des moqueries qui ont accueilli l'hypothèse de l'origine infectieuse de l'ulcère de l'estomac, qui pourtant a conféré le prix Nobel. Je me souviens dans mon propre hôpital comment les rires accueillaient ce genre d'hypothèse. Comment ne pas se souvenir beaucoup plus près de nous? Dans les années 90, le vaccin contre le sida, c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans, alors qu'en 2012, c'est une hypothèse qui paraît même peut-être définitivement sans possibilité d'apparition avec nos concepts scientifiques contemporains. La mémoire ainsi d'une société a besoin de la lucidité pour affronter avec autant de scepticisme que de recul un futur qui est toujours présenté parfois comme radieux. Il n'y a pas que les futurs politiques. La route que l'on a parcourue enseigne toujours sur la route à parcourir. Et le pire danger, c'est de laisser recouvrir par la jungle la route que l'on a parcourue sous prétexte qu'il faut aller de l'avant et qu'il faut être efficace, qu'il faut être efficient. Notre mémoire actuelle se transfère sur des prothèses. Et avec ce sentiment très rassurant d'une disponibilité infinie, une mémoire prothétique qui nous semble infiniment plus riche que notre malheureuse mémoire individuelle. Nous oublions simplement que notre cerveau tresse sans cesse le présent et le passé et que nous oublions ce qui sera nécessaire et que pas de mémoire sans oubli, c'est un lieu commun, que nous censurons, que nous reconstruisons, que probablement le passé dont nous nous souvenons n'est pas le passé qui a existé, et que ce transfert prothétique actuel nous fait faire l'économie de ce tressage entre présent et passé qui nous semble tout à fait vain. Pourquoi, au fond, garder en mémoire une conversation alors qu'on peut immédiatement l'enregistrer sur son blog? La mémoire est ainsi un échange incessant entre notre cerveau qui est intégré avec notre corps, le cœur, le foie, nos muscles, alors que le transfert technologique nous désindividualise. Confier à Google notre mémoire individuelle, c'est peut-être comme, je ne sais pas si Pierre-Henri Houillon serait d'accord, confier le futur de l'agriculture biologique à Monsanto au nom de l'efficience. Et au fond, ce transfert que nous confions à la machine pour protéger notre mémoire est peut-être
un danger réel. Car le filtre du corps ne retient au fond que les scories d'un présent toujours envahissant, obsédé par la prédiction d'un futur lui-même envahi par le principe de précaution, avec cette hyperstimulation permanente que chacun perçoit dans sa vie quotidienne, qui culpabilise celui qui ne se met pas en rapport, en situation de réponse, je dirais en situation de riposte immédiate, toujours aux dépens de la mémoire, qui n'a plus le temps de se constituer en matière réflexive. Alors pour terminer, l'éthique dans tout cela, j'en ai pas dit un mot, mais je voudrais essayer de montrer que cette image en miroir de la mémoire individuelle, la mémoire collective, car l'éthique c'est quoi? L'éthique ce n'est pas le bien et le mal, c'est la reconnaissance exprimée des contradictions et qu'elle tente, sinon de dépasser, au moins de présenter à notre jugement, de faire affleurer à la surface. Alors je reviens à l'Alzheimer. Le malade atteint d'Alzheimer, il vit, mais la disparition apparente et réelle de sa mémoire, porteuse d'une évidence pour chacun d'entre nous, suscite une angoisse, mais très mal à l'aise, l'entourage, ceux qui l'aiment, comme si le vivant sans mémoire n'avait plus d'existence. Mais étrangement, la trace d'une vie inscrite dans cette créativité persistante, picturale, par exemple, comme Jean-Claude Amezen a pu le montrer en révélant la richesse picturale de personnes atteintes d'Alzheimer dans un univers hospitalier, poignant de beauté et de créativité. Le ressenti d'un parfum, qu'est-ce que c'est qu'au fond, comme si la mémoire exprimée faisait l'impasse sur la persistance de cette personne dans son inscription incarnée. Autrement qu'en termes de restitution par une parole exprimée restituant tel ou tel événement. L'éthique, ici, c'est dépasser l'apparence, dépasser les apparences d'une expression devenue apparemment incohérente et angoissante, et de reconnaître le vivant plus fragile que jamais, car enfermé dans l'instant, et c'est sa détresse même qui nous oblige à lui restituer toute son humanité et à ne pas l'enfermer dans une parole restituant une mémoire. Et l'éthique, au fond, est contradictoire, parce que le malade atteint d'Alzheimer préfigure peut-être, et c'est une hypothèse peut-être audacieuse et dénuée de sens, mais préfigure peut-être l'état d'une société qui ne saura plus reconnaître l'autre que dans ses scintillements du présent et non dans sa densité d'un temps accompli. Paradoxe donc de la mise à distance de la personne sans mémoire et mise à distance de l'encensement et plutôt encensement sans mise à distance, encensement collectif d'un présent sans mémoire. Comme si l'angoisse contemporaine de l'Alzheimer n'était que la traduction plus ou moins inconsciente de notre société fascinée par le seul présent, le seul existant, et qui accepte de moins en moins la transmission d'une histoire porteuse de témoignages si peu conformes à ce que nous demandons au présent, ou alors porteur de témoignages opportunistes, comme on a pu le voir, et je le disais, à l'usage de telle ou telle politique, Jaurès ou De Gaulle. L'éthique nous invite alors à une démarche réflexive en miroir. Continuer de respecter le vivant dans sa plénitude, qu'est le malade atteint d'Alzheimer, en ne faisant pas de la confiscation par le seul présent de sa parole la seule reconnaissance du vivant en lui ou en elle. Et à l'opposé, ne pas confier au seul présent, fût-il commémoratif, la conscience collective, mais au contraire, penser que la commémoration, indéfiniment renouvelée, et je pensais à une commémoration souvent renouvelée de la Shoah, constitue paradoxalement l'émergence de l'iceberg
d'un antisémitisme qui, tragiquement, est amnésique de la violence et de l'indifférence humaine à l'égard d'une partie de sa communauté humaine. Au fond, en écoutant tout à l'heure Jean-Claude Amezen, je pensais qu'avec Amartya Sen, que l'identité meurtrière, selon le livre de Amin Maalouf, est peut-être un produit empoisonné d'un présent angoissé. Au fond, la mémoire individuelle, quand elle est perdue, ne doit pas nous priver de la reconnaissance de l'humain, ça me paraît une évidence éthique, mais c'est la mémoire collective qui nous fait humains, et cette perte de mémoire collective peut participer à cette déshumanisation climatisée ou civilisée dont on parle actuellement. Merci.